Nouvelle vidéo actu sur la guerre en Ukraine. Il s'est passé des choses sur le front, je vous présente de façon un peu plus stratégique, un peu plus géopolitique, et puis après Christophe va présenter l'état du front actuel. Donc nous, ce qu'on a vu avec cet article, il y a des diplomates qui ont été expulsés. Le ministre russe des Affaires étrangères a annoncé samedi l'expulsion de plus de 20 diplomates allemands en représailles, selon lui, à une mesure similaire prise par Berlin. Des condamnations, ça ils aiment bien condamner... On condamne, on sait pas trop à quoi ça sert, mais ça condamne. Sauf que Lula da Silva, le président du Brésil, il dit non. Il reste neutre, et ça énerve pas mal l'OTAN. Et aussi des chars léopards. Ça continue, du coup, la livraison. 6 chars léopards promis par l'Espagne. 6 seulement. C'est maigrichon le truc. Qu'est-ce que tu veux faire avec 6 chars léopards? Bon, comme tu veux, après tout, si ça arrive après, au fur et à mesure, pourquoi pas. Ils vont partir par mer vendredi soir et atteindre leur destination dans les prochains jours, a annoncé samedi le ministre espagnol de la Défense, Margarita Robles. Ils arrivent par livraison Amazon. Nous sommes clairement prêts. Voilà. Donc moi j'ai présenté vite fait les news géopolitiques, déjà t'en penses quoi de ça? C'est du blabla ou pas? Non, il y a des informations qui sont justes. Après, quand tu dis seulement 4 chars espagnols, il n'y en a pas que 4, je crois, il en rajoute 4, c'est des Léopard 2A, 4 d'ailleurs. Ouais. Mais il y en aura Si, pas c'est que écrit 4, par l'Espagne, ouais. Ouais, il y en a plus que ça. Puis après, c'est une accumulation de tout. Par exemple, au Portugal, on a donné 3, l'Espagne en donne 4, puis ils en ont donné d'autres, ils m'en ont donné d'autres. Donc... Ça, je me dis, c'est pas un bazar logistique pour toutes les pièces de rechange, former les gens sur différents chars, ça va être le bazar, non? Bah justement, avoir beaucoup de chars c'est bien, le mieux c'est pas en avoir beaucoup, enfin dans l'idéal c'est d'en avoir beaucoup, mais le mieux c'est de pouvoir les entretenir derrière. Parce que si tu ramènes une tonne de chars mais que tu peux pas les entretenir derrière et que t'as pas les munitions, bah ils servent à rien. Mais le nombre de chars que devrait recevoir en totalité l'Ukraine, au début ça devait être 300, mais là je crois que c'est 200 ou 250. Enfin les comptes sont pas tout à fait justes, mais... on est entre 200 et 300 chars dans la globalité. Après, oui, voilà, il y a aussi le temps de les former. Bon, ils sont déjà arrivés en Ukraine. Les AMX-10RC français sont aussi déjà arrivés en Ukraine. Le problème, c'est que c'est pas les mêmes chars. Donc, entre un Léopard 2, un T64, un Abrams qui sont pas encore arrivés, qui arriveront que dans un an. Un an Ouais, les Abrams arriveront que dans un an, à hauteur de 30 chars, ce qui est pas non plus... mirobolant. Le problème c'est que quand t'as plein de chars comme ça différents, t'as pas de pièces de rechange. Enfin, t'en as, mais tu peux pas prendre un char, par exemple, admettons que tu perdes un M1 Abrams, tu vas pas réutiliser des pièces d'un M1 Abrams sur un Léopard 2. Oui. Le problème c'est que c'est plusieurs jeux logistiques en fait à gérer. Voilà, nous si tu prends en France, on a des chars Leclerc, t'as un char Leclerc qui sont en panne, ou t'en as 2-3 en stock qui sont tombés en panne qui roulent plus, tu peux toujours les taper dedans pour les réparer. Tu fais pas ça avec des Léopards, avec des Leclerc, avec des Abrams, avec des T64 ou T72. Ça marche pas malheureusement. Et c'est une vraie galère. D'ailleurs, il y a quelques semaines, on avait présenté la vidéo précédente où tu parlais de la contre-offensive ukrainienne dans le sud. Moi, je me disais, wow, c'est un peu exagéré, mais en fait, non. Apparemment, ça se prépare vraiment. On va voir du coup la vidéo. Ouais, ça fait un moment déjà, ouais. C'est l'impasse. C'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain, donc... bloque les armées dans l'est du pays. Le secrétaire du Conseil ukrainien de défense, Oleksiy Danilov, assure que la contre-offensive est seulement une question de temps et le président ukrainien demande des armes. Donc voilà. Donc c'est juste pour confirmer tes dires de la vidéo précédente. Ouais, qui date de... je crois que c'était il y a 3 semaines. Hein. Le dernier live où on était ensemble, c'était au moins il y a 3 semaines, oui, presque un mois. C'est ça. Ça fait déjà un moment. Le front a bien évolué depuis. Bah du coup, ça permet de prendre du recul sur ce qu'on s'est dit. Ouais. Par exemple, Bakhmut. Ouais, Bakhmut a évolué. Bon, un petit pas, mais ça a quand même drastiquement évolué parce que quand là, je vois que t'es sur la carte, la Bakhmutka, donc la rivière qui traverse Bakhmut, en plein milieu, la petite rivière, tu vois. Le petit ruisseau d'eau que tu vois si tu te sens sur Bakhmut. La dernière fois, les Russes n'avaient pas totalement passé, là, ils l'ont passé. Après, il y avait une autre ligne défensive, c'est la ligne de chemin de fer que tu vois, l'espèce de ligne en pointillé. C'est là. Attends, parce que moi je suis sur ton âge, je veux dire ça, ouais, c'est ça, celle-ci. Ouais, elle a été dépassée et là les zones d'habitation étaient au nord ont été dépassées aussi, au sud aussi. Et là ils sont en train de se battre sur une ancienne base militaire, donc c'est le poste principal, le poste défensif principal de l'armée ukrainienne aujourd'hui et les combats ont lieu majoritairement ici. Alors, attends, moi, ce que je vais faire c'est que je vais t'envoyer la map de Web Union, tu te rappelles? Ouais. Si tu zoomes sur Bakhmut, en plein milieu ou en plein centre, tu vois que c'est l'ancienne base militaire, c'est une espèce de gros garage. C'est une espèce de gros garage et c'est là où ont lieu les plus gros des combats actuellement. Et au nord de Bakhmut, du coup, t'avais la route. Je t'avais parlé. Attends que je reprenne le nom de la route là. C'est la 00506.
Elle a été prise par les VDV russes, ils ont été repoussés par l'armée ukrainienne, si tu regardes bien, si tu zoomes au sud. Tu vois Kromové, c'est au niveau de Bakhmout, voilà, ici, tu l'as là, sur ta souris. Tu vois la route qui monte là? Ouais. La route, si tu regardes au-dessus, plus au nord, nord-ouest, que là, la route, bon, elle a pas été prise, juste sur la droite. Là, tu vois la zone rouge qui a été prise par les Russes. Ouais. Elle a été prise par les Russes, mais elle a été reprise par les Ukrainiens. Donc, en fait, la route est plus praticable. Elle est plus praticable, mais ils ont réussi à mettre un pied dessus, les Russes. Mais ils ont été repoussés. Donc là, c'est les VDV du coup russes. Et par rapport à la dernière vidéo et au dernier stream qu'on a vu la dernière fois, en fait, la technique à Bakhmout a changé. La majorité des forces sont concentrées dans la ville même de Bakhmout. Et maintenant, sur les flancs, donc tout ce qui est nord-ouest, sud-ouest, c'est des troupes de l'armée régulière et des VDV russes et des Spetsnaz. Donc majoritairement, en fait, dans le centre de Bakhmout, t'as récapitulé Wagner, donc la milice privée de Wagner, t'as les VDV, les parachutistes russes, et t'as des Spetsnaz. La différence entre Spetsnaz et VDV, je la donne vite fait, je l'ai donné tout à l'heure, c'est qu'en fait les Spetsnaz, c'est des élites ou des troupes spéciales qui ont au moins un vécu un passé de 4 ans dans l'armée régulière. Dans leur armée, dans leur spécialité, avant d'être engagé en tant que Spetsnaz. Donc c'est des troupes, pourquoi j'insiste bien là-dessus, c'est des troupes qui peuvent pas être remplacées du jour au lendemain. Déjà avec des forces spéciales ou des troupes, des parachutistes, tu les remplaces pas comme ça, mais les Spetsnaz c'est encore plus dur. Donc tu peux pas en fait comme ça en 6 mois, 2 ans ou 3 ans de mobilisation générale ou partielle ou de recrutement, recruter des Spetsnaz comme ça. Donc c'est des troupes vraiment, à partir du moment où tu les investis dans un endroit, c'est là où tu joues tes billes, quoi, on va dire. C'est sûr. De toute façon, on le voit, la grosse concentration de troupes russes, c'est surtout à Bakhmout. Voilà, et d'ailleurs... Ici aussi également. Exactement. Et d'ailleurs, ce qui a été fait à Bakhmout, c'est que si tu peux retourner au niveau de la ligne de chemin de fer, vite fait sur Bakhmout. Quand tu regardes la ligne de chemin de fer, il y a une grande ligne défensive de l'armée ukrainienne. Et en fait, ce qu'ont fait Wagner, ils ont été malins, ils n'ont pas été bêtes, c'est qu'ils sont redéployés au nord et au sud pour attaquer sur les flancs. Et c'est à partir de ce moment-là où ils ont réussi à pousser dans le centre de la ville. Et du coup, c'est ce qui leur a permis en fait de décharger en fait les défenses, les attaquants russes au niveau de la ligne de chemin de fer, pour faire en sorte que l'armée ukrainienne se redéploie sur les flancs, pour qu'ils étaient submergés. Voilà. Ce qui fait qu'ils ont réussi à passer une ligne de chemin de fer. Mais là, tu vois bien que sur la map des combats, là, elle est pas à jour, parce que voilà, ils ont pris un peu plus de territoire. Ce qui est un peu plus à jour, c'est plus la map sur celle-ci ou celle de Webunion, voilà celle-ci, qui est mise à jour limite à l'heure ou à la journée près. Ouais, je vois le truc. Donc gros combat toujours à Bakhmout. Ouais. Majoritairement sur le front, le reste du front, il n'y a pas vraiment de mouvement, il y a des petits mouvements, mais alors si on fait la rétrospective sur les 3 dernières semaines ou le dernier mois, il y a eu des mouvements, des changements. Parce que Bakhmout, mais majoritairement c'est à Bakhmout. Et contrairement à ce qu'on peut dire, à Bakhmout en fait c'est un point stratégique et c'est pas juste politique ou une question d'image, parce que comme je t'ai déjà expliqué, en fait Bakhmout, si tu regardes bien sur la carte, en fait Bakhmout c'est vraiment le point stratégique, en gros un hub logistique qui permet d'avoir accès directement, en fait c'est la route directement vers Kramatorsk et Sloviansk que tu vois sur à l'ouest. Ouais, tu vois, je t'ai montré tout à l'heure au nord-ouest. Et c'est aussi une route directe vers Siversk. Donc Siversk c'est vers l'est, surtout à l'est, juste au niveau de ta souris, si tu regardes à l'est sans bouger. Là tu le vois d'ici. Ouais, et en fait c'est le hub logistique du front sur Kremina. Voilà, donc t'enlèves ces villes là et du coup niveau logistique c'est le bordel. Et tu peux plus ravitailler en fait correctement. Ok. Voilà. Toute la zone en gros. C'est ça. Par contre, du coup tu parlais de la contre-offensive aussi, je sais pas si tu en parlais maintenant ou après. Je voulais parler de la ville un peu plus en dessous qui ressemble à un Bakhmout 2 mais en plus petit. Adivka, ouais, ok, vas-y. Ça ressemblait un peu à la même chose que Bakhmout quoi, mais il y a moins de troupes qui sont concentrées en fait. Ouais, alors Adivka tient très bien, parce que tu vois la ligne de chemin de fer dont je t'avais parlé la dernière fois qui a été coupée par les Russes, elle a été contre-attaquée par les Ukrainiens et du coup les Ukrainiens ont repris la ligne de chemin de fer. Là on voit que c'est libéré, ouais. Voilà, ils ont récupéré un petit peu de... Voilà, tu vois la ligne de chemin de fer, avant elle était prise par les Russes et c'était une ligne défensive qui vraiment faisait la démarcation entre les troupes russes et ukrainiennes, juste ici, voilà, t'es dessus. Et ils ont été un petit peu repoussés, mais les Russes repoussent, donc voilà, ça se cantonne à ce niveau-là. T'as eu quelques percées, quelques poussées, mais pour le moment ça bouge pas trop, quoi.
Ça bouge pas trop, et niveau ukrainien, ça tient très très bien. Peut-être avant de parler de l'offensive, juste au sud, je fais juste une petite remarque sur la ville de Vuhledar. Et du coup, en fait, les Russes arrêtent pas d'attaquer, mais le problème, c'est qu'ils ont perdu énormément de troupes. C'est des offensives qui ne servent à rien. Ils perdent énormément de troupes et de matériel, donc de vie humaine et de matériel, donc véhicules blindés, véhicules chars, etc. Donc c'est un peu une catastrophe à ce niveau-là, et c'est un petit peu les grosses défaites russes, et c'est un peu le n'importe quoi des Russes sur Vuhledar, quoi. Ils essaient de le récupérer, ils essaient de le prendre d'assaut, mais ils n'y arrivent pas. Voilà. Okay. Parce qu'il y a une raison pour prendre ici, il y a un truc stratégique, tactique. À partir du moment où tu as pris Vuhledar, après tu prends les autres villes d'à côté. T'es obligé de passer par Vuhledar, et si tu regardes bien, tu vois que Vuhledar, c'est, on va dire entre guillemets, la ville majeure dans le coin. Et à part ça, il y a les autres fronts qui sont actifs, c'est Kremina et Marinka. Marinka, on n'en parle pas vraiment parce que ça reste cantonné depuis le début du conflit. La ligne de front n'a pas vraiment bougé, elle a un tout petit peu bougé, mais c'est à hauteur de 500 mètres, 1 ou 2 km quoi. Ok. Et là, je te parle depuis le 24 février 2022, donc vraiment depuis le début du conflit. Oui, donc ça date un peu. Alors les Russes ont avancé, mais c'est pas top quoi. Okay. Voilà. Et comme je t'avais dit, oui, 2 jours après notre dernier live, t'avais des troupes de Wagner, là je vois, qui ont été bougées, déplacées de Mariupol à c'est Vasilivka. Tu vois, je t'avais dit tout à l'heure, il y avait des troupes de Wagner qui ont été déplacées, ce qui paraissait un petit peu bizarre parce que Wagner, c'est pas des logisticiens, c'est des combattants. Donc si tu déplaces des combattants, qui plus est, pas pour être sur la défensive mais de l'offensive, c'est que tu prépares quelque chose. Ok. Voilà. Donc c'est là ils ont mis toute la viande en gros. Ouais. Toute la viande, non, pas forcément. Toute la viande est surtout à Bakhmut aujourd'hui. On peut dire ça comme ça. Ouais. Mais ouais. Ouais, parce qu'à Kherson, il n'y a plus beaucoup de monde, j'ai l'impression. C'est juste un Folvad à tenir, en gros. Kherson, t'as quelques incursions ukrainiennes. D'ailleurs, tu fais bien de parler de Kherson parce que des fois, il y a quelques incursions ukrainiennes qui passent pas. Mais pour moi, c'est surtout pour faire du repérage. Et les Américains ont livré des véhicules en masse, des véhicules amphibies pour l'armée ukrainienne. Et quand tu regardes le territoire ukrainien, à ton avis, où est-ce que tu pourrais utiliser des véhicules amphibies? C'est plus dans la région de Kherson, donc pour moi, il y a que du marais. Il pourrait y avoir un débarquement, mais à débarquement, c'est très risqué, effectivement, c'est très risqué, et en plus de ça, c'est très demandeur en ressources. Et pour le moment, il ne devrait pas y avoir d'offensive à ce niveau-là, parce que tu as très peu de brigades qui sont dans la région de Kherson. Et pour lancer une contre-offensive dans ce coin-là, il faut vraiment masser un gros nombre de troupes. Après, dans l'idée, les Ukrainiens, ils vont pas masser un grand nombre de troupes pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois ou 2 mois. Ils vont plutôt le faire à la dernière minute. Vraiment créer l'effet de surprise. Oui, je vois le truc. Parce que sinon ça donne une idée où l'offensive va avoir lieu. Mais encore une fois, si tu masses énormément de troupes dans un endroit, ça veut pas dire que la contre-offensive va avoir lieu dans cet endroit précis. Très bien. Voilà. Et petite dernière info, là c'est plus sur les mouvements sur le front, c'est ce que je t'avais dit tout à l'heure. Le stock de bombes soviétiques, les Fab 500. Attends, je peux prendre une image peut-être pour illustrer. Les Fab 500 russes, si je me trompe bien pas, c'est des bombes qui fait 500 kg pour le moment, mais qui sont extrêmement dévastatrices. Parce que déjà, pourquoi dévastatrices? Parce qu'il y a un cratère, comme je t'ai dit, de 50 mètres. Attends, j'ai une image, je vais te l'envoyer. C'est ça, en fait, celle que tu as en image ici, c'est un peu un prototype. Alors c'est une Fab 500 guidée, c'était le premier prototype des bombes guidées. C'est quoi la différence en fait entre les bombes soviétiques et ces bombes soviétiques guidées? La différence qui a été faite, c'est que en fait c'est des bombes qui sont ultra dévastatrices. Sauf que les bombes de base qui sont pas guidées, tu peux avoir un effet dévastateur si elle atterrit à 200-300 mètres d'une cible. L'effet dévastateur, il va être minime. Par contre, si tu arrives à atteindre une cible au mètre près, avec une bombe qui te fait un cratère de 50 mètres de diamètre, je peux te dire que aussi bien les blindés qui vont être dans la zone de déflagration que les humaines et tous les blindés, tous les véhicules qui seront dans la zone, ils vont être vaporisés. Vaporisés, exactement. Ils vont être inopérationnels. S'ils ne sont pas vaporisés, ils vont être inopérationnels. Donc ils ne pourront plus combattre. Et ça, en fait, c'est un gros problème pour l'armée ukrainienne parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'armée ukrainienne ont reçu aussi des JDAM américains. Donc les JDAM, c'est l'équivalent, en fait, c'est des bombes guidées, donc des bombes très précises. Et du coup, ce qu'ont fait les Russes, c'est un peu la même chose. Ils ont repris un vieux stock de bombes de l'ère soviétique, donc qui vraiment une grosse puissance de déflagration, mais qui était presque
Voilà, qui n'était pas aussi efficient qu'une bombe guidée parce que, comme je t'ai expliqué il y a 30 secondes, quand ça tape à 500 mètres, l'effet dévastateur, c'est pas le même. Oui. Voilà. Là, le problème, c'est que vu que la bombe est guidée, elle va tomber tout juste sur la cible. Voilà. Du coup, ouais, c'est du recyclage, mais qui marche bien là, pour le coup. Du recyclage, pardon, qui marche bien, même très bien. À la différence près, c'est que c'est aussi efficient que des missiles de croisière en fait. C'est pas mal quand même. Pour un moindre coût en plus, je suppose. Exactement, parce que c'est des bombes qui se comptent par centaines, voire milliers, qui coûtent rien à la fabrication, qui ont été rafistolées pour faire des bombes guidées. Et en termes de fabrication, ça met beaucoup de temps à fabriquer. Et en plus, sans parler de la fabrication, c'est qu'il y a des stocks énormes. Donc imagine un missile de croisière. L'avantage d'avoir des missiles de croisière par rapport à l'effet dévastateur que ça va avoir et la précision. Et maintenant, imagine, t'as des missiles de croisière mais avec un coût minime, en abondance. Bah, du coup, est-ce que ça peut faire froid pour un grand froid pour l'offensive ukrainienne? Et bah justement, vu que l'offensive, comme je t'ai dit, c'est des troupes qui sont condensées, le fait d'avoir des bombes de précision comme ça, tu vas pouvoir, ça peut être un frein et un vrai problème à l'offensive ukrainienne. Parce que tu vas pouvoir atomiser entre guillemets pas mal d'hommes. Et quand tout à l'heure je t'ai parlé de la route qui allait vers Bakhmout tout à l'heure, tu te rappelles? Ouais. Cette route-là justement a été atomisée par une bombe, par une Fab 500. Et du coup, elle n'existe plus la route là. Et voilà, c'est ça. Vu que la bombe fait un cratère de 50 mètres de diamètre, bah à partir du moment où t'en fais exploser une seule route, bah la route elle est impraticable. C'est pas juste un éclat de mortier qui va arriver sur la route. Oui, t'appelles pas le génie pour reconstruire ça, tu peux plus quoi. Tu peux pas appeler génie. La route est impraticable, à la portée de tir des Russes. Et en plus de ça, t'as les VDV russes, donc les parachutistes russes, donc l'armée russe quoi, qui essayent de prendre contrôle sur la route quoi. Donc tu vas pas envoyer des génies au front alors que la route n'est pas sûre. Et oui, je t'ai parlé des bombes, mais à savoir aussi que l'armée russe, ça reprend le dessus au niveau maîtrise de l'air, parce que la défense antiaérienne ukrainienne commence à manquer de munitions, missiles, et on commence à avoir beaucoup plus d'aviation, aussi bien avions qu'hélicoptères russes sur les lignes de front. Partout, voilà. Ok. Partout, surtout Bakhmout. Surtout Bakhmout. C'est aussi pour ça que l'avancée du coup se fait beaucoup plus facilement. C'est un peu l'état des lieux du conflit actuellement, globalement. Après, il y a des petits détails, mais on va pas partir dans les détails, sinon on va en avoir pour des heures. De toute façon, on voit Bakhmout, là, il reste, je sais pas, 10 ou 20% de la ville, là. C'est juste quoi, c'est ce bout, là, ce morceau. Et... ouais. Le reste, c'est pris, quoi, le centre, tout ça. C'est ça, ouais, c'est même pas le centre, c'est l'ouest de Bakhmout. Le centre est déjà pris. Le centre de Bakhmout est déjà pris par les Russes. Là, ils ont 80 et quelques %. Les Ukrainiens, encore 15%. Après, moi, j'attends de voir la surprise ukrainienne parce que je pense que la contre-offensive ukrainienne, en fait, va être déterminante. Ouais. Les Ukrainiens, vraiment, ont un impact avec leur contre-offensive. Ce sera presque la fin de la guerre ou la fin de la guerre pour les Russes. A contrario, si la contre-offensive ne réussit pas, ce sera un peu la fin pour l'armée ukrainienne, je pense, pour récupérer les territoires dont tu parles russe. On rappelle, la contre-offensive ukrainienne, c'est pour prendre le sud, là, couper en deux le front, et puis après, potentiellement prendre la Crimée. A priori, ça peut être ça, ou ça peut être aussi directement sur Bakhmout en lui-même. Sur Bakhmout, je pense, ouais. Ça peut aussi être une possibilité, parce que si les Russes n'arrivent pas à prendre Bakhmout, et que les Ukrainiens lancent une contre-offensive au nord, nord-ouest et sud-ouest, ils peuvent repousser les Russes, et dans ce cas-là, c'est fini pour Bakhmout. Ils peuvent oublier, les Russes pourront oublier. Comme j'ai dit tout à l'heure, Bakhmout, ça reste quand même un hub. C'est la route directe vers Kramatorsk et Sloviansk. Et c'est aussi un hub logistique avec Siversk. Donc si Bakhmout tombe, ok, politiquement, ça a une certaine image, mais c'est aussi une image tactique au niveau de la logistique. Parce que tu es obligé de passer par Bakhmout pour aller plus loin, sinon tu peux pas prendre plus de territoire. Et puis tu vois bien l'autoroute qui part de Bakhmout qui va jusqu'à Sloviansk. Tu es obligé de passer par Bakhmout pour l'atteindre, et tu vois bien que le hub de route et d'autoroute passe par Bakhmout. C'est vraiment le hub logistique. Si tu veux aller plus loin dans l'offensive, les Ukrainiens sont obligés d'avoir Bakhmout. Les Russes, c'est pareil. Très bien. Comme Siversk jusqu'au-dessus.
Fallait aussi parce qu'il n'y a plus de rapprovisionnement sur le front. C'est la fin. C'est sûr. Plus de bouffe, plus de munitions. C'est finito. Exactement. Pas fini pour les Ukrainiens ni pour les Russes. Hein. Là, ça reste à voir. Juste que je regarde un petit peu les commentaires. Et voilà.